La piste de sang serpentait vers l'est, à travers les ombres des pins et le givre de décembre. Wyatt Cole suivait d'abord la trace d'un cerf blessé depuis 2 jours, mais quelque chose, cette fois, était différent. Les taches écarlates étaient trop fraîches, trop humaines. Sa main se resserra sur la crosse de sa Winchester, chaque instinct aiguisé par des années passées comme éclaireur dans la cavalerie. Puis il la vit, une femme apache, le visage plongé dans l'eau glacée d'un ruisseau, les poignets liés derrière le dos par des lanières de cuir brut, battue, presque morte. Tout son corps se figea. Cela faisait 3 ans qu'il vivait seul dans ces montagnes, fuyant ses fantômes. 3 ans sans toucher un être humain autrement que par méfiance. Et voilà qu'une femme, issue du peuple qu'il avait autrefois combattu, gisait là, abandonnée comme un déchet. Son doigt effleura la détente. « Pars », murmura une voix en lui. « Ce n'est plus ta guerre. » Mais alors, elle ouvrit les yeux sombres, fière, indomptée. En cet instant, Wyatt Cole prit une décision qui allait bouleverser le cours de sa vie. Décembre 1878, territoire du Nouveau-Mexique. À 40 000 à l'est du fort Stanton, là où les monts Sacramento gardaient leur secret entre Pierre et Pinède. Wyatt trancha les liens de la captive avec son couteau de chasse, ses gestes mesurés, précis. Elle ne bougea pas, ne parla pas, mais le regarda, méfiante, prête à juger s'il finirait le travail que d'autres avaient commencé. Il n'était plus un jeune homme, 39 ans, la barbe striée de gris, une cicatrice courant de l'oreille à la mâchoire, souvenir d'une lance apache en 1873. Ses mains, jadis assez sûres pour enfiler une aiguille à 50 pas, tremblaient désormais sous le poids du froid et des nuits sans sommeil. Doucement, souffla-t-il en retirant son manteau de laine. « Je ne vais pas te faire de mal. » Elle comprenait l'anglais, il le vit à la légère dilatation de ses pupilles, mais resta muette lorsqu'il lui passa le manteau sur les épaules. Ses yeux remarquèrent les motifs mescalero brodés sur ce qui restait de sa robe en peau de daim et les cicatrices anciennes à ses poignets, des marques de cordes qui avaient eu le temps de guérir. Ce n'était pas sa première captivité. Elle devait avoir 26 ans, les épaules solides, les mains dures, une survivante façonnée par la rudesse du monde. « Tu peux marcher ?» demanda-t-il. Elle essaya, fit 3 pas avant que ses jambes ne cèdent. Wyatt la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, et pendant un court instant, leurs visages ne furent séparés que par un souffle. Il sentit l'odeur du pain dans ses cheveux, vit la fièvre colorer ses joues, perçut sous les lambeaux de tissu la force d'un corps forgé pour résister, non pour séduire. « Ko » murmura-t-elle faiblement. Était-ce un nom? Une prière? « Shai, mon fils » souffla-t-elle, avant de sombrer dans l'inconscience. Wyatt la porta sur 3000 à travers la neige jusqu'à sa cabane, creusée dans le flanc de la montagne. Depuis la mort de Marie et d'Emma, emportés par la diphtérie en son absence, il n'avait cherché que le silence et la solitude. Mais à présent, cette femme reposait là, entre la vie et la mort. Il lava ses plaies à l'eau de source et au whisky, banda ses côtes meurtries, recouvrit la blessure à sa cuisse de lambeaux arrachés à sa chemise. Tout cela, à la lueur vacillante d'une lampe à huile, tandis qu'au dehors, le vent de décembre hurlait comme une meute de loups. Sa fièvre tomba au 3e jour. Wyatt fendait du bois lorsqu'un bruit à l'intérieur le fit sursauter. Il saisit son colt et entra d'un bond. La femme se tenait tapie dans un coin, les yeux brûlants de peur et de défi, le manteau toujours sur les épaules. « Tout va bien », dit-il calmement en gardant les mains visibles. « Tu es en sécurité ici. » Elle ne le crut pas, comment l'aurait-elle pu? Alors, il posa lentement son arme sur la table, loin de tous deux, et recula vers la porte. « Il y a de la nourriture », ajouta-t-il en désignant la marmite de ragoût de lapin. « Et de l'eau. Je serai dehors. » Les jours passèrent dans un silence prudent. Wyatt entrait seulement pour raviver le feu ou déposer de quoi manger. Elle l'observait, prête à s'enfuir ou à mordre, mais elle mangeait. Peu à peu, la peur dans ses yeux se transforma en une curiosité fatiguée. Au 8e jour, il la trouva debout, vacillante, la main appuyée contre le mur de rondins. « Que tu veux ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante, en anglais brisé. « Rien », répondit-il. « Tu étais blessé, je t'ai aidé. C'est tout. » Elle le fixa longuement. « Les hommes comme toi tuent les miens. » Wyatt ne trouva rien à redire. Il avait porté l'uniforme bleu, chevauché contre les bandes de Victorio, et vu des choses faites aux prisonniers apaches qui le hantaient encore. « C'est vrai, admile. J'étais soldat. Mais je ne le suis plus. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. «
Parce que je suis fatigué de la mort. Un léger changement passa sur son visage, pas la confiance, mais une forme de compréhension. Le 10e jour, elle lui dit son nom, Naëli. Il lui apprit quelques mots d'anglais, water, food, saf et elle, quelques mots apaches, Chiki, mon ami, Danzo, porte-toi bien. Un soir, alors que la montagne s'enveloppait d'obscurité, Naëli se mit à chanter. Une berceuse douce et grave, lourde d'une douleur que les mots ne pouvaient traduire. Wyatt, assis près du feu, taillant un manche de hache, écouta cette mère chanter pour un enfant qu'on lui avait arraché. La chanson s'était tue lorsqu'il parla sans la regarder. J'avais une fille, Emma. Elle avait 6 ans quand la fièvre l'a emportée. Silence. Puis votre femme, Marie, même fièvre, même semaine. Ses yeux restaient fixés sur les copeaux de bois qui se recourbaient sous son couteau. J'étais en patrouille. Je suis rentré et je les ai trouvées toutes les deux froides dans leur lit. Encore un silence, puis de légers pas. Naëli s'assit en face de lui, enveloppé dans une couverture. À la lumière du feu, son visage semblait taillé dans les plaines et les ombres. Pommette haute, mâchoire forte, yeux ayant trop vu. Elle traça quelque chose dans les cendres du doigt, un homme en bâton, une figure plus petite, un enfant. « Co » murmura-t-elle. « Mon fils, 4 ans. Il m'attend. » Wyatt comprit alors, elle n'était pas seulement une femme apache, elle était une mère. Tout ce qu'elle avait enduré, capture, torture, fuite, c'était pour retrouver son enfant. « On trouvera un moyen », s'entendit-il dire. « Je t'aiderai à le retrouver. » Le regard qu'elle lui lança aurait pu faire fondre la neige. 17 jours après l'avoir retrouvé, Wyatt descendit à Lincoln pour des provisions. Dans le saloon, il surprit 2 hommes à une table de coin. Pettigrew offre 200 pour cette apache, dit qu'elle sait où se cache la bande Mescalero. La main de Wyatt se resserra sur son verre. Où est Pettigrew maintenant? De retour vers les montagnes de Sacramento, Wyatt laissa son whisky à moitié bu et chevaucha jusqu'à la cabane. Il arriva après la tombée de la nuit. Naëli avait allumé un feu et l'odeur du lapin rôti emplissait l'espace. Elle avait préparé le repas avec son lapin, assaisonné d'herbes sauvages cueillies par ses soins. Dans un style un peu irrégulier, ils mangèrent en silence confortable. Puis Naëli brisa le silence. Pourquoi? Le cœur de Suzanne battait à tout rompre. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans le couloir silencieux, brisé seulement par l'écho des appels d'urgence. Elle arriva devant les portes vitrées de l'unité de soins intensifs. À travers le panneau entrouvert, elle aperçut une agitation fébrile. Médecin penché, infirmière courant d'un côté à l'autre, le bip strident du moniteur couvrant presque toutes les voies. Richard était là, son corps étendu, les fils des électrodes courant sur sa poitrine nue, les machines entourant son lit comme un cercle implacable. Sa peau semblait déjà pâlir, ses lèvres bleuies. Massage cardiaque, lança une voix ferme. Une infirmière compressait son torse avec une régularité mécanique, chaque pression soulevant et abaissant son corps comme une marionnette fragile. Suzanne resta figée, incapable de détourner les yeux. Son souffle s'accélérait, et pourtant ses poumons lui semblaient vides. Elle se sentait de trop, témoin impuissant d'une bataille entre la vie et la mort. Mais alors que le médecin ordonnait « Adrénaline, tout de suite !» les yeux de Richard s'entr'ouvrirent une fraction de seconde. Son regard chercha dans la salle, dérivant, vacillant, jusqu'à se poser sur elle. Suzanne s'avança d'un pas, comme happée par cet appel muet. Ses lèvres formèrent un mot qu'elle ne pouvait pas entendre, mais elle sut. « N'oublie pas !» Les secondes s'étirèrent. L'équipe médicale persista, alternant massage, défibrillation, injection. Chaque tentative semblait arracher Richard un instant à l'abîme pour mieux l'Y replonger. Puis soudain, le bip monotone s'installa à nouveau sur l'écran. Une ligne plate. Le silence pesa, plus terrible encore que l'agitation précédente. Heure du décès, minuit 43, déclara le médecin d'une voix grave. Un souffle s'échappa de Suzanne, comme si ses poumons s'étaient effondrés avec ce verdict. Elle recula contre le mur, sa main couvrant sa bouche pour retenir un cri. Ses jambes tremblaient, mais elle ne tomba pas. Pas encore. Le corps de Richard fut recouvert d'un drap blanc. Mais avant que le tissu ne cache entièrement son visage, Suzanne s'approcha, posant sa main sur la sienne, désormais froide. Elle ferma les yeux. « Je n'ai pas oublié. Je ne t'oublierai pas. » Le lendemain, la nouvelle s'était répandue comme une onde de choc dans tout l'hôpital. Richard n'était plus.
Mais sa dernière volonté demeurait suspendue, comme un fil fragile entre les vivants. Suzanne, malgré son deuil, se dirigea vers le bureau du médecin responsable. Elle frappa, entra, et posa ces mots avec une force inattendue. Richard voulait être donneur. Ses reins sont encore en état. Il me l'a dit clairement. Il faut tester la compatibilité avec le garçon de la chambre 310. Le médecin, un homme d'âge mûr, soupira, secouant la tête. Suzanne, tu sais bien que ce n'est pas si simple. Les démarches légales, les autorisations familiales, les délais administratifs. Il n'a plus de famille, coupa-t-elle, ses yeux brillants d'une rage mêlée de larmes. C'est moi qui l'a choisi pour porter son dernier vœu. Vous n'avez pas le droit d'enterrer sa volonté sous vos papiers. Un silence lourd s'installa. Le médecin baissa les yeux, conscient qu'il faisait face non seulement à une infirmière, mais à une promesse. Finalement, il hocha la tête. Je vais voir ce que je peux faire. Mais comprends, même avec un accord, il faudra agir vite. Les heures suivantes furent une course contre la montre. Analyse, compatibilité, évaluation, chaque résultat arrivait au compte-gouttes, rongeant les nerfs de Suzanne. Assise sur un banc froid du couloir, elle priait en silence, ses mains crispées. Elle voyait le garçon, ce jeune de 16 ans au sourire fragile, dépendre de cette décision. Enfin, en fin de journée, le médecin vint la chercher. Son visage, grave mais adouci, se pencha vers elle, il est compatible. L'opération aura lieu ce soir. Suzanne ferma les yeux, un sanglot lui échappant malgré elle. Elle serra le poing contre sa poitrine. Tu as réussi, Richard. Tu ne pars pas pour rien. Quelques jours plus tard, le garçon sortit du bloc opératoire. Faible, mais vivant. Son nouveau rein fonctionnait. Quand il apprit que l'organe venait de Richard, ses yeux s'emplirent de larmes. « Alors, il a pensé à moi, jusqu'au bout ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Suzanne hocha la tête, incapable de parler, mais son regard disait tout. Le temps passa. L'hôpital reprit son rythme, les couloirs bruissants à nouveau du quotidien. Mais pour Suzanne, rien ne serait jamais comme avant. Chaque fois qu'elle passait devant la chambre 308, son cœur se serrait. Elle revoyait son sourire, ses confidences, ce regard qu'il avait supplié de ne pas oublier. Et elle n'oublia jamais. Pas Richard, pas sa force, pas ses derniers mots. Pas ce don ultime qui avait offert la vie à un adolescent promis à la mort. Dans le silence de ces nuits, Suzanne se surprenait parfois à chuchoter. « Tu voulais laisser une trace, Richard. Tu as laissé bien plus que ça. Tu as laissé une vie. » Wyatt. « Je peux voir, » dit-elle, puis plus doucement, « Chidé, mon cœur. » Plus que ça, murmura Wyatt. Elle l'embrassa, longuement, avec un désespoir final. Puis elle se tourna et entra dans le camp, son fils dans les bras, sans se retourner. Le retour fut silencieux. Wyatt ne dit rien. Il regarda seulement les montagnes et se rappela la lueur du feu sur la peau brune, les rires, une femme qui lui avait montré qu'il pouvait encore ressentir autre chose que le chagrin. 3 jours plus tard, Dutch le laissa à sa cabane. « Tu vas t'en sortir un jour. » Elle a fait le bon choix pour son fils. « Je sais, mais ça fait toujours mal. » Juin 1879. Wyatt réparait une clôture quand il entendit des sabots. Sa main se posa sur le colt à sa hanche, vieux réflexe. Mais alors il la vit, Na, sur une jument peinte, vêtue à la manière traditionnelle apache, cheveux longs flottants au vent d'été. Il resta figé, marteau en main, craignant de cligner des yeux de peur qu'elle ne soit un fantôme. Elle descendit, marcha vers lui avec sa grâce confiante, s'arrêta à 1 mètre. « Co est en sécurité, dit-elle. Mon peuple va au sud, au Mexique, il va avec son oncle. Et toi ? Je suis resté 6 mois avec lui, mais mon cœur... » Elle pressa sa main sur sa poitrine. Mon cœur n'était pas là. Wyatt la prit dans ses bras et l'embrassa comme un homme qui se noie. « Je t'ai attendu chaque jour, » murmura-t-il contre sa bouche. « Je sais, » répondit-elle en souriant à travers ses larmes. « Ça sera difficile. »« Je m'en fiche. »« Moi non plus. » Ils restèrent là, sous le soleil d'été, 2 êtres brisés qui s'étaient retrouvés dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis des années, Wyatt Cole ressentit quelque chose comme de l'espoir. Derrière eux, les montagnes demeuraient éternelles, témoins silencieux d'un amour né de la miséricorde et nourri par le sang,
Un amour qui n'est uniquement là où la nature dépouille tout ce qui est faux et ne laisse que le vrai. Il s'était choisi malgré l'histoire, la haine, un monde qui ne comprendrait jamais. Mais ce monde n'existait pas ici. Là-haut, il n'y avait que ciel et pierre, survie et silence. Juste eux. L'Ouest n'était jamais tendre, mais parfois, il faisait place à l'amour. Les jours passèrent, et Wyatt reprit sa routine, mais chaque souvenir de Na et de Ko le suivait comme une ombre bienveillante. Chaque matin, en regardant les montagnes, il savait que quelque chose d'indestructible avait germé dans cette vallée sauvage. Puis un soir, alors que le soleil se couchait derrière les pics, une silhouette familière apparut au loin. C'était Na, seul cette fois, marchant avec la même assurance qui l'avait toujours caractérisé. Wyatt la vit s'approcher, ses yeux brillants dans la lumière dorée, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que la solitude pouvait être remplacée par une paix fragile mais réelle. « Wyatt, » dit-elle doucement en s'arrêtant à quelques pas, « mon cœur n'a jamais cessé de t'attendre. » Ces mots étaient simples, mais lourds de sens. Wyatt s'avança, son vieil instinct de cow-boy mêlé à une émotion qu'il n'avait pas connue depuis des années, l'espoir. « Na, je... » Il s'arrêta, incapable de parler, laissant ses yeux exprimer tout ce qu'il ressentait. Elle sourit, et pour la première fois, un rire léger s'échappa de lui, un rire qu'il croyait perdu à jamais. Ils restèrent là, dans le vent de l'été, entourés par les montagnes silencieuses, chacun comprenant que ce qu'ils avaient trouvé n'était pas simplement l'amour, mais la confiance, le pardon et la promesse d'un futur partagé. Le monde pouvait être cruel, les hommes pouvaient trahir, mais ici, dans cette vallée sauvage, le temps semblait suspendu, comme s'il avait choisi de leur accorder une trêve éternelle. Wyatt prit la main de Na, sentant la force et la douceur de cette union improbable. Il savait que le chemin devant eux serait difficile, parsemé d'ombres et d'obstacles, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait entier. Et dans le silence des montagnes, parmi le vent et la pierre, il entendit ce que son cœur voulait toujours entendre. La promesse que l'amour pouvait survivre, même là où tout semblait perdu. Les semaines suivantes, Wyatt et Na continuèrent de se retrouver dans la vallée. Chaque rencontre était une victoire sur les blessures du passé, une affirmation que même dans un monde dur et impitoyable, l'amour pouvait fleurir. Ko grandissait vite, courant entre les wiki UPS, riant et criant, et chaque fois que Wyatt le voyait sourire, son cœur se réchauffait malgré les cicatrices qu'il portait. Un soir d'été, alors que le ciel se peignait de teintes roses et violettes, Na et Wyatt s'assirent sur un rocher surplombant le canyon. Le vent faisait danser les cheveux de Na et portait les éclats de rire de Ko jusqu'à eux. « Tu sais, Wyatt, » dit-elle, sa voix douce mais ferme, « même si le monde ne nous comprend jamais, je ne regrette rien. » Wyatt la regarda, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une paix profonde l'envahir. « Moi non plus, » répondit-il. « On a choisi notre chemin, malgré tout. Et c'est notre force. » Ils restèrent là, silencieux, regardant le soleil disparaître derrière les montagnes. Le passé pouvait être lourd, mais ils savaient que tant qu'ils seraient ensemble, ils trouveraient toujours la lumière, même au cœur de la nuit. Et dans ce silence partagé, dans cette vallée sauvage qui les avait vus souffrir et se retrouver, Wyatt comprit enfin que l'amour véritable n'était pas seulement un sentiment. C'était un acte de courage, de patience et de foi. Le temps passa. Les saisons changèrent, mais leur lien resta inébranlable. Les montagnes, témoins éternels, gardaient le secret de leur amour, et chaque éclat de rire de Ko résonnait comme une promesse que même dans le monde le plus dur, la bonté et l'espoir pouvaient survivre. Pour Wyatt, Na et leur fils, l'Ouest n'était pas seulement sauvage et impitoyable. Il était désormais le lieu où ils avaient trouvé leur maison, leur famille et une vérité simple mais éternelle. Parfois, la vie sauvage fait de la place pour l'amour, et celui qui sait attendre trouve enfin ce qu'il cherche.